Il est provocateur. Whoever the hell brought this mic system, don't be the son of a bitch to put it in. Il a réponse à tout. Et il risque de devenir le futur leader du monde libre. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat like they haven't seen before. This is not simply another 4-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. This is a struggle for the survival of our nation, and this will be our last chance to save it. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The Clinton machine is at the center of this power structure. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents, in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media, the press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda, and the agenda is not for you, it's for themselves. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. They will lie, and then again, they will do worse than that. They will do whatever is necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well documented, and the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power. They knew they would throw every lie they could at me and my family and my loved ones. They knew they would stop at nothing to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows gladly for you. I take them for our movement so that we can have our country back. I knew this day would arrive. It's only a question of when. And I knew the American people would rise above it and vote for the future they deserve. The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. Our great civilization has come upon a moment of reckoning.
I didn't need to do this, folks, believe me. I built a great company, and I had a wonderful life. I could have enjoyed the fruits and benefits of years of successful business deals and businesses for myself and my family, instead of going through this absolute horror show of lies, deceptions, malicious attacks. Who would have thought? I'm doing it because this country has given me so much, and I feel so strongly that it's my turn to give back to the country that I love. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again. Félicitations, Monsieur Trump. Of the declared ones right now, Donald Trump. Vous souvenez-vous, durant la campagne électorale américaine l'an dernier, la police fédérale avait déjoué 2 tentatives d'assassinat contre le candidat démocrate Barack Obama. Le FBI avait alors remarqué la résurgence de groupes d'extrême droite appelant à la haine raciale. Eh bien, aujourd'hui, si la victoire de Barack Obama suscite espoir et enthousiasme, elle ravive également les craintes de mouvements racistes, comme le Ku Klux Klan, qui d'ailleurs recrute de plus en plus. Depuis l'élection de Barack Obama, faut-il s'inquiéter donc de centaines d'actes racistes qui se sont multipliés contre les Noirs aux États-Unis? C'était en septembre dernier, 30 000 personnes dans les rues de Jena, une petite ville de Louisiane. On n'avait pas vu ça depuis les manifestations menées par Martin Luther King dans les années 60. 30 000 personnes pour défendre 6 ados blacks qui risquent tous la prison à perpétuité. Leur crime, avoir passé à tabac un de leurs camarades blancs. Si on paye les mêmes impôts que les Blancs, on a le droit d'être traité comme eux et d'avoir la même justice. Au-delà de la disproportion de la sentence, l'Amérique découvre avec effroi Jena, une ville de 3000 habitants à 85% blanche où la ségrégation existe encore. C'est ici, sous cet arbre réservé aux élèves blancs du collège de la ville, que tout a commencé. Ici, c'était la ligne de démarcation entre les Blancs et les Noirs. Un jour, un étudiant noir a demandé l'autorisation au proviseur de s'asseoir sous l'arbre réservé aux Blancs. Le lendemain, 3 nœuds coulants pendaient le long des branches. Les nœuds coulants, symbole des lynchages répandus dans les États sudistes il n'y a encore pas si longtemps. C'est la raison pour laquelle les Jena Sikhs sont allés se faire justice eux-mêmes dans la cour de l'école. Il y a 2 choses que tu dis pas à un noir. Tu le traites pas de nègre et tu lui montres pas une corde. Depuis l'affaire des Jena Sikhs, pas moins d'une quinzaine d'incidents impliquant des nœuds coulants et une multiplication d'actes violents contre des noirs à travers tout le pays. J'aimerais foutre une balle dans la tête d'un de ces nègres. En quelques mois, l'histoire des Jena Sikhs a relégué au second plan la guerre en Irak dans les médias et réveillé les vieux démons du racisme aux États-Unis. Retour à Jena, devant le tribunal devenu le plus célèbre des États-Unis. C'est là que nous retrouvons les familles des 6 accusés. Qu'est-ce qui va se passer ce matin? On va lui signifier les charges requises contre lui. À la sortie, 3 des Jena Sikhs ont des mines défaites. Ils pensaient que les peines requises contre eux allaient être abandonnées. Elles ont juste été réduites. C'est un soulagement, mais il encourt toujours une peine de 22 ans de prison, donc il n'y a pas de quoi se réjouir. Parmi les 6 de Jena, c'est le fils de Marcus Jones qui est le plus dégusté. Michael Bell est toujours en prison et il n'est pas prêt d'en sortir. C'était la star de foot de la ville, élu à plusieurs reprises meilleur joueur de l'État de Louisiane.
Il y a des gens dans cette ville qui ont envoyé un jeune en prison à perpétuité alors qu'il n'aurait pas dû y rester plus d'une journée. Ça, c'est Michael, Carvin Jones, et celui qui tourne la tête, c'est Robert Bailey. Là, il était joueur de la semaine. Tu vois, quand tu ramènes ce genre de trophée, tu manges gratuit dans les restaurants de Jenna. Je te dis un truc, si la saison de foot n'était pas terminée, aucun de ces jeunes ne serait en prison. Michael Bell est devenu le symbole de l'injustice dans les quartiers blacks. T-shirt à son effigie, il est parrainé par le petit-fils de Martin Luther King et Al Sharpton. Rien que ça. Le fonds de soutien pour la défense de Jena Six a déjà récolté un demi-million de dollars en quelques semaines. Parmi les donateurs, des stars, David Bowie et le rappeur Mos Def. Mais à Jena, le ramdam médiatique et l'élan de générosité en agacent plus d'un. Depuis quelque temps, Melissa Bell vit sous la menace. Des gens ont appelé et on a reçu des lettres qui disaient que si Michael sortait de prison, il lui exploserait la tête. Plein de trucs comme ça. Vous pensez que c'est le Ku Klux Klan ? C'est eux qui ont écrit la lettre. Ils ont dit que le peuple noir devait rester à sa place et que si on ne le faisait pas, ils nous y contraindraient. Viens nous voir, le Ku Klux Klan. Les Black Panthers sont là aussi. On n'a qu'à défiler ensemble. Face aux suprémacistes blancs, les Black Panthers ont ressorti leurs uniformes. On ne les avait pas revus depuis les années 70. Levez-vous maintenant. Tout le monde debout maintenant. Et n'ayez pas peur de dire à la télé Black Power. Et applaudissez notre leader, Malik Zulu Shabazz. Black Power. La justice américaine ne veut pas qu'on parle des crimes racistes. Les crimes racistes n'arrêtent pas de se produire dans ce pays. Des nœuds coulants sont accrochés dans tout le pays. La police nous tue et nos femmes se font violer par des blancs. Les crimes racistes n'arrêtent pas. Pourquoi pensez-vous que Michael Bell soit sous les verrous? Pourquoi est-ce qu'on laisse croupir ce gamin pendant des mois pour une simple bagarre? Vous avez des bagarres à l'école en France, non? Est-ce qu'on met des gens en prison pour ça pendant des mois? En plus, l'autre gamin n'a été que légèrement blessé. Mais ils l'ont mis en prison parce que... Parce qu'il est noir? Parce qu'il est noir. Les Jena Six sont devenus les héros de la cause noire. Ils ont même été les invités d'honneur au Black Entertainment TV Awards. J'aimerais rendre hommage à mes amis Robert Bailey Jr., Theodore Shaw, Jesse Beard et Michael Bell. Un cauchemar pour le Ku Klux Klan qui a accepté de nous recevoir dans leur QG à Harrison, dans l'état de l'Arkansas, un des plus pauvres des États-Unis. Aujourd'hui, c'est l'enregistrement de l'émission qui cartonne sur le net, en direct du clan. Et maintenant une chanson qui nous ressemble. Les médias ont été manipulés, exactement comme ce qui s'est passé à Jena, avec cette idée que dans le passé, les Noirs avaient été maltraités et lynchés par les Blancs, mais ça, ce n'est jamais arrivé. La seule chose qui s'est passée à Jena, c'est ce pauvre Blanc qui s'est fait tabasser par ces 6 Noirs. Même son de cloche à Pearl, dans le Mississippi, l'ancien État esclavagiste. C'est là qu'habite Richard Barrett, le leader de la suprématie blanche et du mouvement skinhead. What's a good French phrase? Bonjour? Bonjour. Good, come in. Ici, nous avons un révolutionnaire qui représente le passé. Et le futur est incarné par ce skinhead. L'homme nous reçoit chez lui, entre ses effigies nazies et ses fusils de chasse. Et pendant la visite, il tient absolument à nous présenter son camarade, Vince Thornton. Vince Thornton, c'est le candidat d'extrême droite locale aux prochaines élections pour le Sénat. Martin Luther King peut se retourner dans sa tombe. J'aimerais faire voter une loi qui obligerait les femmes qui touchent des allocations du gouvernement à se faire stériliser. J'aimerais qu'elles ne puissent plus avoir d'enfants. Bien sûr, je parle des femmes qui appartiennent à la race noire. L'Amérique est devenue comme un donut. Une tache noire entourée d'un cercle blanc. C'est pour cette raison que les nœuds coulants ont été accrochés à Jena pour protester contre
Lui, c'est Justin, celui qui a été tabassé par les nègres à Jena. On est les seuls à être allés sur place pour le soutenir. Pour les suprémacistes blancs, l'affaire des Jena Six est devenue le symbole d'une Amérique blanche et pauvre, humiliée par l'arrogance de la communauté noire. Est-ce que je peux vous offrir une copie de ce magazine? Oh mon Dieu, oui, je veux bien si vous n'en voulez pas. Nous sommes chez Justin Barker, la victime des Jena Six. C'est la première fois qu'il s'exprime devant la presse. Qu'est-ce que vous pensez de Richard Barrett? C'est un être humain qui a des opinions différentes des miennes, mais c'est pas une raison pour le haïr. C'est le seul qui m'est défendu dans toute cette histoire, qui essaie de dire la vérité sur moi. Et les gens le détestent à cause de ça. Tout le monde dit que les 6 de Jena sont les victimes. Ils m'ont sauté dessus et tabassé. Et malgré ça, c'est eux les victimes et c'est normal. Ce qu'on va faire vient d'Afrique et on va se souvenir de toutes les victimes. 2 Amériques qui se tournent le dos et chaque jour de nouvelles victimes du racisme. Dernière en date, une jeune fille violée et torturée par 6 blancs. On se souvient de Malcolm X, qui s'est réincarné en Malik Shabazz, qui d'ailleurs lui ressemble un peu. Pour les New Black Panthers, le combat qui a fait leur succès dans les années 70 est relancé. Quant aux Jena Six, prison à perpétuité ou acquittement, réponse fin janvier 2008 pour un procès qui promet de rester dans les annales. Ce sont des images que l'on croyait d'un autre âge. Une cérémonie du Ku Klux Klan à la tombée de la nuit, au fond des bois, comme avant une expédition punitive. Et pourtant, cette scène a été tournée il y a quelques semaines à peine. Nous sommes entre l'Alabama et le Tennessee, dans le sud des États-Unis. Prions le Seigneur pour que chacun taise ce qu'il a vu ce soir et qu'il le garde pour lui toute sa vie. Nous te prions pour nous débarrasser d'Obama, ce salopard qui veut détruire notre nation. Nous prions le nom de Dieu Yahvé. Le pouvoir blanc. Ce pays va être coupé en 2. Ça vient. Les gens doivent se réveiller. Parce que ça vient. Qu'est-ce qui vient? Ce pays va éclater. Ça va être eux contre nous. Ce soir-là, pas d'expédition punitive en vue. Juste une manifestation de haine, simple et gratuite. Mais depuis quelques semaines, les incidents se multiplient aux États-Unis. Des croix en flammes dans le jardin des lecteurs démocrates, des passages à tabac, des appels au meurtre sur Internet. Au total, plus de 200 actes racistes ont été recensés sur l'ensemble du territoire. Voyage à contre-courant, au cœur de l'Amérique de la haine. À quelques heures de route de Washington, dans l'État du Massachusetts, la ville de Springfield a connu un événement rappelant de sombres passages de l'histoire américaine. Moins de 3 heures après l'annonce du résultat des élections, une église afro-américaine a été incendiée. Ça, c'était l'entrée principale. Vous voyez les 2 poteaux là-bas? C'était le vestibule. Andrew Robinson travaille pour cette paroisse. Pour lui, la fête a été gâchée. En quelques heures, il a vu l'incendie tout ravagé. L'église était encore en cours de construction. Elle devait être inaugurée dans quelques semaines. Il était construit à 75%? C'est une tragédie. L'enquête a révélé que c'était un incendie criminel. Mais il ne s'agit pas officiellement d'un crime raciste, faute de preuves formelles. C'est tout de même très suspect. Je ne suis sûr de rien. C'est vrai qu'il y a parfois des représailles contre les églises, mais tout de même c'est très suspect selon moi. Le bâtiment n'avait pas été touché jusqu'à présent. Pas de graffiti, pas de vol. Rien. On est un mélange de nationalités et de races différentes. Ça a fait la force de ce pays, ce melting pot. Mais c'est aussi en partie l'un des problèmes de l'Amérique.
la façon dont tous ces groupes vivent ensemble et se mélangent. On travaille sur cette question depuis des années dans ce pays. Et je vois des progrès, mais on sait qu'il y a encore du boulot. À quelques milliers de kilomètres de là, plus au sud, la haine raciale aurait pu connaître un dénouement encore plus dramatique. À Bells, petite ville rurale de l'État du Tennessee, les habitants ont vécu une fin de campagne électorale agitée. Le 28 octobre dernier, 2 hommes ont été arrêtés, ici dans cette maison coloniale. Ils étaient en possession d'armes de guerre. L'enquête a révélé qu'ils voulaient assassiner Barack Obama. La nouvelle a bouleversé la région et le pays tout entier. Marianne Martin est journaliste pour le Jackson Sun. Elle a enquêté sur la personnalité des 2 hommes. Ça, c'est Daniel Cowart à gauche et Paul Schlossen à droite. Ce sont les photos prises par la police pour leur casier judiciaire. Schlossen et Cowart avaient aussi prévu de tuer 88 Noirs et de décapiter 14 autres personnes. Chez les néo-nazis, 88 a un sens à part, il signifie Heil Hitler. Et 14 est aussi un chiffre symbolique pour les skinheads. Ils ont aussi avoué à la police qu'ils voulaient tuer Obama. Des extrémistes, dans cette partie tranquille du pays, la nouvelle a surpris tout le monde, le shérif, la police et aussi Harold Craig, le maire de la ville. C'est une petite ville typique. Vous savez, on a nos petits délits. Quelques excès de vitesse, quelques gars qui boivent un coup de trop, mais rien de vraiment disproportionné. Vous voyez, M. Obama a même fait un bon score dans notre région. Et d'ailleurs, je n'ai entendu personne dire quelque chose de dur ou de déplacé sur lui depuis son élection. Depuis, Bells traîne une image et une réputation trop lourde à porter. C'est la ville du complot avorté contre le président des États-Unis. Une publicité injuste, selon le maire, surtout pour une commune qui a toujours été avant-gardiste sur les questions raciales. Notre comté, même à l'époque de la lutte pour les droits civiques des Noirs, n'a jamais été touché par les tensions. Pas une marche, pas une manifestation. En 1959, notre ville, Bells, avait même un chef de police de couleur. Ici, blanc, noir ou autre, nous avons toujours été bien trop occupés à gagner de quoi vivre pour ne pas nous entendre. Montgomery, en Alabama, l'État voisin. Ici, la haine, les tentatives d'attentats, les complots, on connaît bien. Ce bâtiment a été incendié en 1996 par des membres du Ku Klux Klan. Depuis, on y a déjoué 5 tentatives d'attentats. C'est le Southern Poverty Law Center, une organisation privée spécialisée dans l'enquête et la lutte contre les groupes de haine. Mark Potok en est l'un des fondateurs. 30 ans qu'il lutte contre les extrémismes en tout genre. La première chose que nous faisons, c'est de publier ce magazine d'investigation. On enquête sur toute l'extrême droite. Ça va des anti-avortements, aux néo-nazis, au Ku Klux Klan et même les milices armées des années 90. Tout ce genre de groupe, c'est très diversifié. Depuis 5 ans, les enquêteurs du centre constatent que les groupes de haine se multiplient. Ils sont passés de 300 à 900 aujourd'hui. Ici, c'est la cellule d'investigation. Et cette année, on craint une nouvelle augmentation. Juste après l'élection, de nombreux groupes de haine et d'extrême droite promouvant la supériorité de la race blanche ont eu un énorme regain d'intérêt. D'ailleurs, 2 grands groupes de haine ont vu leur serveur Internet saturé tellement ils avaient de visites. C'est vraiment inquiétant. En fait, on est dans une période assez critique. C'est paradoxal parce que nous sommes aussi dans un moment historique. L'élection d'Obama est une étape majeure pour les États-Unis. C'est indéniable. Vous pensez à un pays avec une histoire raciale comme la nôtre. Mais en ce moment, nous avons aussi une immigration constante. L'économie est au plus mal et le taux de chômage va empirer, c'est sûr. Et nous avons un homme noir à la Maison-Blanche. Tous ces ingrédients vont sans doute renforcer la montée des groupes de haine. C'est ce qui nous inquiète en ce moment.
Et nous avons déjà eu 2 complots terroristes visant Obama, fomentés par des groupes d'extrême droite. Je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Il y en aura d'autres. La plupart des mouvements extrémistes nient toute implication dans les violences. Mais sur leur site, les appels anonymes à la haine et au meurtre sont de plus en plus nombreux. Les mouvements se radicalisent. L'Amérique de la haine a aussi son lot de surprises. Elle se cache parfois derrière le visage d'un jeune père de famille, à l'air inoffensif. Ford a 21 ans. Il fait partie du Ku Klux Klan depuis 2 ans. Il est tout acquis à sa paranoïa. Dans ce coin des États-Unis, le clan fait un peu partie des meubles. Toute la belle famille sait qu'il y adhère et ça ne dérange personne. Ce sont ses affaires. Si c'est ce qu'il veut, moi je le soutiens. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'il soit correct avec la famille, qu'il ne fasse pas d'histoire, qu'il ait des vraies valeurs. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Derrière la tendresse et le sourire d'un père attentionné, on trouve aussi la haine, le racisme et l'antisémitisme. Un contraste à faire peur. Nous, on t'aime. Mais on n'aime pas les juifs, hein? Vous voyez, il est intelligent. Moi, je pense qu'on va vers la guerre civile. Si vous regardez bien la Constitution, vous verrez. Il est mentionné que si un gouvernement ne nous convient pas, on peut se rebeller. Les citoyens peuvent se mutiner et faire un gouvernement qui leur convient, par et pour eux. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de tuer Obama? Je n'ai pas la liberté de vous dire ce que je pense. À Athens, au nord de l'Alabama, c'est jour de rassemblement. Les membres du clan font leur première réunion depuis l'élection d'un président noir à la Maison-Blanche. L'humeur est morose, tendance consternation. Ray Larson, le grand sorcier, accueille les nouveaux membres et en profite pour donner des petites leçons sur les gestes de reconnaissance entre membres du clan. Je viens pour apporter mon soutien et savoir un peu ce qui se passe. On a un Nike président, voilà ce qui se passe. Je suis déçu par l'Amérique. Pourquoi? Moi, je l'aime pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis déçu par les Blancs, parce que c'est eux qui l'ont élu. Avant les discours et la cérémonie, certains en profitent pour exhiber leurs dernières trouvailles, comme ces enseignes de l'époque de la ségrégation. Entrée pour les gens de couleur, dit cette plaque. Un peu plus loin, sous la surveillance des lieutenants, on prépare la croix pour la cérémonie. On enveloppe la croix pour l'allumer. Parce que la croix n'est pas brûlée, elle est allumée. Dieu lui-même l'a dit. Je suis la lumière du monde. Élevez-moi et j'attirerai les hommes vers moi. La croix est allumée, pas brûlée. Pendant les préparatifs, entre 2 autographes, Ray Larson, le grand sorcier, fait de la politique à sa manière. Qu'est-ce que dit votre tract? Il n'a que 143 heures d'exercice en tant que sénateur. Voilà toute son expérience. Vous pensez qu'il est qualifié pour être président? Il pourrait à peine être manager dans un McDonald's. Il n'a que 143 heures en tout et pour tout. Moi, je dis qu'il ne va pas vivre longtemps, pas plus d'1 an. Bon Dieu, mais regardez, il y a déjà eu 4 ou 5 tentatives de meurtre contre lui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Super! Je trinquerai ce jour-là. Et j'irai pisser sur sa tombe pour faire pousser des fleurs. J'ai pas beaucoup d'estime pour lui. Finissons-en. C'est un appel au meurtre, à peine voilé. Et pourtant, d'autres, qui font partie du même groupe, rêvent de donner à leur mouvement des allures respectables. On se sert de la loi.
Désormais, nous sommes une organisation très civique. On croit en la loi, on proteste, on contacte nos représentants au Congrès et au Sénat par mail, par fax, pour leur dire « Voilà ce que vous faites et voilà ce que dit la Constitution ». Vous l'avez élu, vous pouvez le renvoyer. Nous, le peuple, nous nous sommes transformés en bande de poules mouillées. Bon, très bien. Et maintenant, est-ce que vous allez leur permettre de foutre en l'air le pays? Ou est-ce que vous allez vous lever pour dire « Tirez-vous de là » À la tombée de la nuit, la cérémonie commence. Une trentaine d'hommes vêtus de blanc surgissent. Ce sont les anciens. Les nouveaux, les jeunes, restent en uniforme noir. Les nouvelles recrues sont une dizaine au total. Je veux que vous déposiez tous vos torches au pied de la croix et ne lui tournez pas le dos et reprenez le cercle. Les jeunes, c'est notre futur. J'adore voir les gamins parmi nous. Il faut leur montrer le chemin, et plus tard, ils ne s'égareront pas. Il n'est pas encore 20 h, fin de la cérémonie. La scène s'est déroulée à 2 heures de route d'une ville symbole, Birmingham, la capitale de l'État d'Alabama. C'est ici qu'est né le mouvement pour la reconnaissance des droits civiques de Martin Luther King, la lutte contre la ségrégation par la non-violence. Aujourd'hui, la ville est encore remplie de cette histoire, quand la police lâchait les chiens contre les civils, les arrestations en masse, les crimes. La mémoire de la pierre, celle des hommes aussi. Tommy Reen a été l'un des membres de l'équipe de Martin Luther King. Il le sait, malgré les années de lutte, dans le Sud et ailleurs, le racisme est toujours là, toujours présent. Avoir un président noir, ça n'efface pas les mentalités malsaines. Vous appelez ça du racisme, mais c'est pire. C'est le mal. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas voté pour Barack Obama juste à cause de sa couleur de peau. Le mal fait encore partie de ce pays. Malgré son âge, Tommy a encore la visite facile aujourd'hui. Mais avec lui, un simple tour en ville peut vite prendre un air de voyage dans le passé. Lui, il était tout gamin pendant le mouvement des droits civiques. J'y étais. Pendant les marches et tout le reste. J'ai été en prison. On vous a mis en prison? Oui. Ouais, j'étais qu'un enfant. On va attendre et voir ce que Barack peut faire comme changement. Le Sénat est en majorité blanc. La plupart des gouverneurs sont blancs. On va voir ce qu'il peut faire pour rassembler l'Amérique. Les mentalités malsaines sont toujours là. On n'est pas encore tiré d'affaire. Il radote un peu, Tommy, aujourd'hui. Mais après tout, il en a bien le droit. Car à bien y réfléchir, cette victoire, ce président noir, c'est aussi un peu grâce à lui. Vous vous battez toute votre vie sans vraiment y croire. Je ne pensais pas connaître ça un jour. Eh bien, tout notre travail n'aura pas été vain. C'est comme quand on luttait pour obtenir des postes de policiers pour les Noirs. On a marché 42 jours et 42 nuits. Et même les copains noirs nous disaient que ce n'était pas possible. D'un côté, l'Amérique qui avance, à grands pas. De l'autre, la haine qui gagne du terrain. Pour beaucoup, cela pourrait ressembler à un paradoxe, peut-être même à un pays qui se divise. Mais ce ne sont que des soubresauts, un mouvement naturel et logique de l'histoire en marche.
La Ligue du Sud n'est ni une milice, ni un groupe néo-nazi, mais une organisation sécessionniste qui prêche le suprémacisme blanc. Rien ne va plus aux yeux de ses membres. Le président américain est noir et selon les estimations, en 2042, les Blancs ne seront plus majoritaires aux États-Unis. Mon préféré, c'est bien sûr contrôler les frontières, pas les armes. Pourquoi? Je défends à 100% le droit de posséder des armes. Je ne veux aucune restriction aux armes que je peux avoir. Je pense aussi qu'on devrait construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Un mur suivi d'un espace et d'un autre mur. Tous ceux qui se trouvent entre les deux murs se feraient tirer dessus. Comme ça, on n'aurait plus de problème d'immigration. Ce que ça dit, c'est que les stéréotypes n'existent pas pour rien. J'ai demandé au maire de Montgomery pourquoi dans 90% des films de la police, c'était des Noirs qui étaient arrêtés. Il m'a répondu qu'ils commettent 90% des crimes. Et maintenant que vous avez un président noir? En ce qui me concerne, je n'ai pas eu de président depuis 1865. C'est là que je garde mes armes. Ma collection est pas mal, mais bien moins grande que beaucoup de gens de la région. Ça, c'est le modèle de l'armée américaine, mais le leur est complètement automatique. Ça, c'est vraiment pour le combat. Oui. C'est mon premier fusil. Mon papa me l'a donné à Noël quand j'avais 8 ans. Ça, c'est un 22 rifle pour descendre les écureuils. J'en ai aussi un pour les oiseaux, les daims et autres. Ça, c'est mon premier pistolet. Un temps, je le gardais dans mon pick-up, en cas d'attaque armée. Ça, c'est une autre arme de défense. J'en ai aussi une dans ma chambre à coucher, à côté de mon lit. Au cas où on viendrait vous attaquer la nuit. Oui. Mais vous seriez prêt à vous battre pour le Sud? Je le ferai de tout mon cœur. Je n'hésiterai pas. Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times they are not forgotten. Look away, look away, Dixieland. Au même moment, à Atlanta, Amy Kremer tient une séance de bataille avec des coordinateurs de tout le pays. Ils veulent planifier de nouvelles actions contre les parlementaires soupçonnés de sympathie envers Obama. Et si on diffusait la liste des 10 principaux donateurs des élus qui votent pour ça? On pourrait faire des recherches et sortir leurs noms. On peut les avoir en un jour et publier ensuite la liste des donateurs. Y a-t-il d'autres propositions? Il nous faut des idées pour aller de l'avant. Une délégation part à Washington la semaine prochaine. Je ne sais pas combien ils seront, mais pas mal. Y a-t-il d'autres suggestions pour mobiliser les gens et les pousser à l'action?
Donald Trump est né le 14 juin 1946 dans le Queens, à New York. Il est le 4e né d'une famille de 5 enfants. Il a 2 frères, 2 sœurs, ainsi que ses 2 parents, Mary Trump, mère au foyer, et Fred Trump, promoteur immobilier. Il commence ses études dans une école privée, comme tout gosse de riche qui se respecte, mais son tempérament incontrôlable lui vaut d'être envoyé à l'âge de 13 ans à l'Académie militaire de New York où il finit ses études. Il paraît qu'il y excellait tant sur le plan scolaire que sportif. Oui, je sais ce que vous pensez, il a effectivement mal vieilli. Mais qu'est-ce que c'est que ces salades? Le complexe Clemp est le plus avancé et le plus intelligent de toute l'Amérique. Il est à la pointe du progrès, question sécurité, communication et climatisation. Ce complexe n'est en fait qu'une partie des affaires de M. Clemp, qui s'étendent tout autour du monde et qui comprennent la construction, les sports, la finance et sa marque bien connue de confiture et de gelée. Bien, pour ceux qui reçoivent la télé par câble, le réseau câblé Clemp se trouve dans ce bâtiment. Il était l'homme d'affaires le plus connu en Amérique. Plus puissant que le patron de Ford, célèbre comme Schwarzenegger, Stallone ou même Elvis. À cette époque, les célébrités faisaient la une, et grâce à leurs agents, les riches aussi étaient des people. À cette époque, Trump pouvait dire ce qu'il voulait à qui il voulait. Ça vous dérange si je recule un petit peu? Parce que votre haleine est très chargée. On vous l'a jamais dit? Non. Ah, ok, bon, je m'approche un peu. C'est donc comme ça que vous prenez le dessus. Tout le monde lui passait cette insolence, et tout le monde adorait ses jouets. Le premier jouet dont parle le réalisateur, Trump l'a construit au cœur de Manhattan. 13 étages de bureaux, et le reste, des appartements hors de prix, la Trump Tower. Donald m'a appelé dans mon bureau un jour vers midi moins le quart. Et il m'a dit, retrouve-moi dans 15 minutes. J'ai tout laissé en plan et je l'ai rejoint. La première chose que Donald m'a dit, c'est pas le meilleur endroit ici? On va construire la plus grande tour du monde. La construction de la Trump Tower a surtout été une leçon de business. Objectif, faire des économies. Premièrement, embaucher le démolisseur le moins cher possible, même s'il n'a aucune expérience. Alors Trump a embauché William Keseke, un nettoyeur de fenêtres. Keseke a engagé à son tour ce que l'on a appelé la brigade polonaise. Un peu plus de 200 immigrés, sans papier, payés un tiers du minimum légal. Plusieurs années après, Trump a nié en bloc avoir été au courant, même s'il s'était rendu sur place. Il dormait sur le chantier, n'avait aucun équipement de protection. Toutes les normes d'hygiène et de sécurité ont été ignorées. Pas de masque, pas de gants. Il dénudait à main nue des câbles sous tension. Leçon numéro 2. Ne dire à personne que le bâtiment est bourré d'amiante. Pourquoi? Parce que l'amiante coûte très cher à enlever. Trump dit qu'il n'est pas responsable. La loi dit qu'il l'est. Travailler sur ce site était très dangereux. Avec les câbles, et toutes ces constructions couvertes d'amiante. Troisième leçon. Pour les gravats, embaucher une entreprise qui ne laisse pas de traces derrière elle. Comme sous-traitant, Trump a choisi Eddie Garofalo, connu pour ses liens avec la mafia italienne. Leçon numéro 4. Menacez l'avocat qui défend les travailleurs polonais qui n'ont pas été payés par votre sous-traitant. Là encore, ne laissez aucune trace, au cas où l'avocat ne serait pas intimidé. Donald Trump était très contrarié. Il estimait que je ruinais sa réputation avec ces poursuites. Il a même envisagé de me poursuivre personnellement et de me réclamer 100 millions de dollars pour l'avoir diffamé. On a souhaité faire dans le grand luxe et on est super content du résultat. He calls it Trump Tower. It's money power that'll get you up where you want to be. Mais juste à côté de la Trump Tower, il y avait une autre opportunité en or. Il a acheté 2 autres immeubles sur Central Park.
Le premier était un hôtel, le deuxième, un problème, un ensemble d'appartements occupés. En 81, un groupe de locataires du 100 avenue Central Park est venu me voir pour me parler d'un problème qu'ils avaient. Apparemment, Trump avait acheté le bâtiment et il y avait une rumeur. Il aurait cherché à faire partir les locataires pour démolir le bâtiment et construire une tour. Cet homme est venu et nous a fait un grand discours. Bonjour, je suis Donald Trump. Dégagez de mon immeuble. Ils ont embauché la pire société de New York, spécialisée dans les expulsions. Une entreprise blacklistée par le bureau du procureur. Ils avaient un sacré pédigré. Et ils se sont mis à travailler sur nous. On nous a dit qu'ils allaient enquêter sur notre vie sexuelle, voir si on buvait, si certains parmi nous étaient homos ou lesbiennes. Ils nous ont dit que si on avait des points faibles, ils allaient les trouver. Les locataires ont été approchés et on leur a dit « Vous devriez partir. Si vous ne partez pas maintenant, si vous ne nous laissez pas vous reloger, vous allez être expulsés, sans rien, à la rue. » Une femme a frappé à la porte en hurlant « Je dois vous aider. Vous trouvez un endroit parce que demain, ils vont vous virer. Ils vont vous virer. » Et d'un seul coup, ils ont tout laissé à l'abandon. Il y avait plein de problèmes. L'ascenseur était en panne, il y avait des coupures d'eau, d'électricité. Les locataires disent que Donald Trump les harcèle de plusieurs manières. Il aurait par exemple menacé d'offrir les appartements libres à des sans-abri. Je suis prêt à leur offrir de beaux appartements, chauffés, avec tous les services, même les soins médicaux si besoin. Vous n'avez qu'à les loger ici, dans cette salle. Vous savez, ici, j'ai pas la place. Mais là-bas, oui. Il veut conquérir le monde. Mais avant ça, il veut faire de Manhattan la Mecque des super riches. Pas de place pour les autres. Après les projets immobiliers pharaoniques, le film dépeint les frasques de la vie privée de Trump. Donald et Ivana se sont rencontrés dans un bar pour célibataires. Mariés en 1977 par Norman Vincent Peale, le pape de la pensée positive. Ils ont eu 3 enfants, mais Ivana voulait plus. J'étais une jeune fille censée rester à la maison, peut-être collectionner les œuvres d'art. J'étais pas censée marcher sur leur plate-bande, pas censée diriger un hôtel non plus, ou un casino. Ça, c'est un business d'homme. Mais comme elle assistait son époux, elle a commencé d'une certaine manière à lui voler la vedette devant les médias. Il y a de la compétition dans certains mariages. Et comme pour eux, ça se jouait plus souvent dans les tabloïds qu'à la maison, en privé, il y avait une rivalité entre deux pour être à la une. Mais derrière les sourires et les paillettes, leur mariage n'était plus aussi harmonieux qu'il le paraissait. Si vous êtes gentil avec lui, il est extraordinaire. Sinon, vous êtes mort. Un de ses proches collaborateurs m'a dit une fois que tous